Il est 18 h. À la caserne des pompiers d'Agen, Grégory, ce sergent-chef de 34 ans, vient d'être appelé en urgence. Pour cette mission, il a revêtu sa tenue rouge du GRIMP, le groupement de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux. Une unité d'élite, les pompiers de l'extrême, comme on les surnomme. Ce soir-là, Grégory part pour une mission difficile. Un homme en danger de mort, coincé dans son appartement. En gros, c'est une assistance au brancardage parce qu'il fait 120 kilos. Tu vois ce que je veux dire? Après 20 minutes de route, les hommes du GRIMP débarquent dans un quartier résidentiel. Et très vite, les pompiers comprennent que l'intervention est à haut risque. C'est la fenêtre allumée là-haut. Là, il y a les gens qui regardent. Le sauvetage doit avoir lieu au sommet de cet immeuble de 10 étages, trop haut pour la grande échelle. C'est une personne qui est en difficulté respiratoire chez elle. Il y a le SAMU qui est sur place. Et elle pèse un petit peu, elle fait 120 kg. Mais le problème, c'est le poids et l'ascenseur qui n'accueille pas le brancard. Effectivement, l'ascenseur de l'immeuble est trop étroit. On va monter au 7e. Impossible d'évacuer une victime par là, ni par l'escalier. Mais voilà, l'homme habite au 7e étage. Voici la victime. Elle souffre d'obésité et pèse plus de 120 kg. En détresse respiratoire, son cœur risque de lâcher. La famille est inquiète. Mais il commençait à être membré, transpirer des grosses gouttes. Donc là, c'est de suite il faut appeler les pompiers de suite, quoi. Donc ça arrivait très rapidement. L'homme qui n'en peut plus est soulagé de voir arriver les secours. Ils sont là, ça va mieux. Seule solution pour sauver le malade, le sortir par le balcon. Pour y parvenir, Grégory doit installer un treuil chez la voisine du dessus. Bonjour. Bonjour. On va peut-être utiliser votre appartement comme point d'ancrage, madame. Le pompier va tenter d'arrimer tout un système de cordes sur ce balcon à 30 mètres de haut. Moi, je m'imaginais un ou deux cordes et deux descendeurs, deux protects de cordes, levés. Ouais, parce que moi je me compte. Tout le problème, trouver un point d'ancrage pour supporter le poids du malade et celui du secouriste. Il y en a pour 250 kilos. Non, ça se fout. Là, on va les fissurer les bordels. Et ça se sort pas, ça? Si on met de la charge dessus. Ça se sort pas? Les deux se sortent pas. Si on met de la charge dessus, on éclate. Ok, il n'y a pas de fenêtre. Non, voilà. La manœuvre par elle-même, elle est simple. C'est le point sur lequel on va s'accrocher qui peut être compliqué. Impossible d'arrimer le système à la baie vitrée. Ce qui inquiète la voisine, dérangée en pleine soirée télé. J'ai toujours pas compris qu'est-ce que vous voulez faire passer le monsieur du dessous par là. Pourquoi il peut pas aller dans l'ascenseur? Qu'il soit allongé, madame. Grégory et Sébastien finissent par dénicher un poteau de béton, légèrement en contrebas, qui fera l'affaire. On peut prendre celui-là? Ouais. Point fixe ici. Ouais. Deux descendeurs. Ok. D'accord. Encore 200 mètres et puis gaz quoi. Ok. Allez, on va faire le point. Mais la voisine n'est pas plus rassurée. J'ai juste une question à poser. L'immeuble date de 1960. Est-ce que vous croyez que ça va résister? C'est tout. Il n'y aura pas beaucoup de charge là-dessus, madame. Madame, c'est ça. La charge est là-bas. Tout est là. Ne vous inquiétez pas, madame. D'accord. Non, il faut que j'ouvre, non? Non, je te laisse aller tout ça, je vais faire la route. Pour le GRIMP, pas le droit à l'erreur. Grégory accompagnera la victime dans le vide. Je vais ici le grand réa. Je sécurise quand même au-dessus. Je vais pas marquer, mais je le fais ici, tu vois. Okay. Avec, tu vois, tu penses que c'est bon? Oui, c'est bon. Par contre, c'est du sérieux, là, on est posé, il y a de la hauteur. Ok. Tout le matos à l'état. La hauteur, c'est pas commun. Par contre, les personnes de surpoids, c'est assez régulier. Ouais. C'est entre 70 et 80% de nos internes. Une opération d'ampleur. 5 hommes du GRIMP sont mobilisés. Il faut maintenant préparer la victime pour le grand saut. Le temps de l'amener sur le balcon, tout le monde retient son souffle. On va faire, on va lever le monsieur, vous rattraper le mou au fur et à mesure, on va le mettre en appui sur le balcon. Grégory, lui, est déjà arrimé à 30 mètres de haut. Sa vie ne tient qu'à quelques mousquetons.
Ok. Allez les gars, on lève. Plus question de reculer. Allez, à bras, ferme. Allez, ravale le mot. L'homme de 120 kilos bascule dans le vide. Ravale la planche. Il verrouille le palan. Allez, mou les gars, c'est parti. Doucement, hein. Parce qu'on va passer le... Grégory est très concentré, mais il n'oublie pas de rassurer le malade. Allez, parfait, j'ai pied au-dessus. Nickel comme ça, cool. Vous m'avez dit votre prénom du coup, monsieur? Allez, dans 2 minutes, vous êtes en mode. Top pouille, hein. La vitesse, parfait. Allez. Ça va? Donnez-moi la main si vous voulez. C'est bon? En suspension, la civière frôle les balcons à la verticale. Ça va? Allez, il reste 4-5 étages. Oui. Ouais. Elle freine plus doucement. Plus doucement les gars, plus doucement, tout doucement. Finalement, après 2 minutes de descente, Doucement les gars, doucement. 2 mètres. le pompier de l'extrême et la victime touchent enfin la terre ferme. 1 mètre. Mou rendu, victime au sol. Civière au sol. Allez, c'est bon les gars, impeccable. Pour Sébastien, c'est le soulagement. Il a beau être aguerri lui aussi à ce type d'intervention, celle-ci était plus sensible que les autres. Celle-là était beaucoup plus technique, beaucoup plus risquée aussi. Ce sont des risques mesurés avec la confiance absolue de l'équipe. En notre équipe, on a une confiance les uns envers les autres absolue. Sinon, ça sert à rien qu'on soit ensemble. L'homme est déjà parti vers l'hôpital où il a pu être soigné grâce au dévouement de Grégory et ses collègues rompus à ses missions de haut vol. Sur les bords de la Garonne, Agen est une cité qui fleure bon le sud-ouest. Une ville connue pour son centre historique, ses spécialités de pruneaux et sa culture rugby. Seulement, au quotidien, c'est une agglomération de 100 000 habitants. Très attaché à ses 120 pompiers, sollicités en permanence. Bonjour madame. Qu'est-ce qui se passe du coup? Il faut dire qu'ils peuvent faire des miracles, même quand le pronostic vital des victimes est engagé. Monsieur, c'est moi les mecs. Certaines familles font même appel à eux en pleine crise, quand par exemple un enfant se retrouve pris en plein milieu d'une bagarre de voisinage. Agen, une ville historique où la moindre intervention peut virer au cauchemar dans ses ruelles étroites. Dans ces situations, les pompiers font alors appel à des hommes en rouge capables de déployer les grands moyens pour parer aux catastrophes. C'est le câble électrique là qui tient tout le pilier là, tu vois. Vu la pente, il demande qu'à tomber. Des sapeurs-pompiers qui, pour faire face à plus d'une quinzaine d'interventions par jour, doivent aussi recruter des volontaires. Allez, on attaque. Quand tu descends, tu fais glisser, tu vas te brûler les mains. Mais pour intégrer la caserne, il faut subir un entraînement intensif. Et tu gardes ta traction, garde-la. Allez, encore, garde-la. Allez Toto. Parmi ces recrues, vous allez faire la connaissance de Lucas, 21 ans, ce jeune pompier en plein apprentissage. Ah, ça va rusher un petit peu le nez. Comment tu t'appelles, jeune homme? Tristan. Il va vivre une semaine d'enfer dont il se souviendra longtemps. Des jeunes volontaires, encadrés par Grégory, le pompier de l'extrême qui n'a pas froid aux yeux. Ça va madame? Allez, vous inquiétez pas, dans 30 secondes vous êtes en bas, d'accord? Plongés dans le quotidien à 100 à l'heure des pompiers d'Agen. Dans cette ville conviviale, prisée des touristes, le centre-ville est un dédale de petites rues et d'immeubles souvent anciens, voire vétustes, qui peut engendrer des situations explosives. Pour les surmonter, la caserne d'Agen compte une centaine de pompiers, et parmi eux des unités spécialisées, chargées de prêter main forte à leurs collègues. Ce soir-là, son tour de garde à peine commencé, Cyril est déjà appelé sur une intervention.
Ce sergent-chef de 37 ans, originaire d'Agen, connaît la ville comme personne. Un accident de voiture vient de survenir dans le centre. Là, on part sur un accident de la circulation sur la commune d'Agen. Une voiture seule contre un bâtiment, apparemment. Voilà, on n'a pas plus de notions. Cet accident, a priori classique, va déboucher sur une situation très complexe. Bordel. Ouais ? Oui, j'y pense. Sur place, le pompier découvre cette voiture qui a heurté le mur de plein fouet. Son conducteur, blessé, est au sol. Est-ce que ça fait plus mal ou moins mal? Ça s'accentue? C'est au niveau des côtes, là? D'accord. Ce jeune militaire sortait d'un bar quand il a perdu le contrôle sur cette portion pavée. Vous savez quel jour on est, là, monsieur? C'est vendredi. Ok. Et vous êtes où, là? Je suis à Alger. C'est vous qui conduisez? Oui. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? En gros, je suis arrivé un petit peu trop vite et je crois que j'ai tapé un peu tôt. Ah ouais. Je vais faire un maintien du bassin, on va lui allonger les jambes. Le jeune homme est blessé aux côtes. Allez, bougez pas, monsieur, on va juste vous allonger les jambes. Ok, c'est bon. Aïe. Mais Cyril découvre un autre problème. La voiture a causé de gros dommages sur l'immeuble d'en face. Elle a tapé contre la façade. Et on voit bien la façade qui est complètement explosée. Le bâtiment ancien a très mal encaissé le choc. Le bâtiment qui est en déséquilibre, qui a été impacté par l'accident, il est collé à d'autres habitations. Donc on va aller faire une reconnaissance, voir s'il y a des familles à l'intérieur. On ne peut pas les laisser dans une zone de danger comme ça. Alain, le collègue de Cyril, décide d'aller prévenir les occupants de toute urgence. À l'étage, Alain débarque dans cet appartement où vit une dame avec ses enfants. Aussitôt, il comprend qu'il faut faire vite. Et une grosse fissure. C'est les jardins dans le coin tout en haut. La priorité, réveiller les enfants. Il faut évacuer là. Alain craint que tout ne s'effondre en quelques secondes. Vu que la façade menace de tomber, il faut évacuer l'immeuble. Il est habité, il y a des enfants, des adultes. On va lever le doute et après on verra ce que ça va donner. En 3 minutes, la petite famille se retrouve dans la rue. Sans l'intervention des pompiers, ils seraient encore en train de dormir. Tu n'as rien entendu? Tu as entendu un bruit? Toi non plus? Tu n'as rien entendu? On a dû aller réveiller les enfants. Les parents avaient été réveillés par le choc, le bruit du choc. Mais voilà, on a réveillé les petits bouts et ils vont être pris en charge par la commune. Alors une question se pose. Comment un tel accident est arrivé? Vous avez consommé de l'alcool, monsieur? Vite fait, ouais. C'est pour le médecin, hein. C'est pas pour, on n'est pas la police. Quelques instants plus tard, la police arrive justement. Et le test d'alcoolémie ne va pas plaider en sa faveur. Je vous laisse prendre l'appareil si vous pouvez. Sinon, je vous le fais directement. Prenez beaucoup d'air et faites un secours. C'est à 0,59. Si j'utilise, ça fait un gramme. Son taux serait 2 fois supérieur à la limite autorisée. Mais voilà, le banal accident de voiture est sur le point de provoquer une catastrophe en chaîne. Pour éviter le pire, Cyril a fait appel à une unité hors norme. Celle de Patrick, ce lieutenant, le patron de la cellule sauvetage déblaiement, spécialisée dans les immeubles qui menacent de s'effondrer. Si l'immeuble s'effondre, ces immeubles-là risquent d'être impactés. Et le diagnostic est inquiétant. Au fil des minutes, les fissures s'aggravent. Ah oui, là ça s'écarte, oui, ça s'écarte. Et là, tu vois, ça y était pas, il n'y avait pas les fantômes tout à l'heure. Non, mais ça va tomber là, c'est sûr que ça va tomber. Le tout c'est de savoir quand. Parce que là il est hyper fragilisé, il est hyper... en plus c'est tout des briques, tu vois, c'est des briques de façade. C'est des pierres de façade qui ont été maçonnées légèrement en plus. Hein. Les joints sont tout petits quoi. L'immeuble risque à tout moment de s'effondrer comme un château de cartes. Donc tout le poids de l'immeuble reporte sur cet angle ici là, qui est en train de s'effriter. Et j'ai la nette impression qu'il est en train
est en train de lâcher. L'urgence pour Patrick, couper le gaz et l'électricité dans tout le quartier. Moi, à mon avis, c'est le câble électrique là, qui tient tout le pilier, là, tu vois. Vu la pente, il demande qu'à tomber. Et les conséquences peuvent être dramatiques. Alors une cellule de crise prend le relais dans ce camion. Si s'effondre, possibilité, risque incendie parce qu'on a toujours l'alimentation électrique des 2 bâtiments concernés. Fuite de gaz, si les bâtiments s'effondrent, les conduites risquent d'être impactées, donc risque de fuite de gaz. Et augmentation et création de victimes. Ironie du sort, la mairie d'Agen avait envoyé un courrier au propriétaire quelques jours plus tôt pour faire démolir l'immeuble. Il évolue, le bâtiment, tout doucement, il est en train d'évoluer. Un banal accident de la route a finalement accéléré les choses. Quelques jours plus tard, le bâtiment n'est pas consolidable. La mairie le fait détruire. Les occupants, eux, ont été relogés à l'hôtel. On va pour une jeune fille de 9 ans qui aurait fait un début de noyade. Est-ce que tu te souviens de tout ce qui s'est passé, ma belle? Ouvre les yeux, s'il te plaît. Elle a un peu trop bu et elle a pas contrôlé. Dégage, je m'en bats les couilles, dégage! Écoute-moi. Peut-être les gens qui commencent à monter en température à 1h du matin. On a passé une soirée entre amis. Il y a eu une embrouille et moi je me suis interféré dans l'embrouille. Il y en a au moins un qui m'a tapé vraiment. Le bobo, il est très très fort, insupportable, c'est ça? T'as jamais eu autant bobo? C'est notre quotidien, mais c'est vrai qu'il y a des situations qui vont plus nous toucher que d'autres. Quand ça avait 5 c'est typo commune de Corcon, on prend en charge victime féminine 34 ans. Ah, moi je peux pas bouger. À la haute saison, il y a plus de monde sur les routes, il y a plus de risques d'accidents, de quel qu'il soit. Et obligatoirement, notre volume d'intervention augmente sur cette phase de l'année. À quelques kilomètres de Perpignan, il y a un site dont les touristes raffolent. Les gorges de Galamus. Des falaises majestueuses qui tombent à pic, creusées par un cours d'eau. Un décor somptueux, très apprécié des amateurs de canyoning. Ils descendent le long de ces rivières ou empruntent la route qui la surplombe. Mais lorsque l'un d'entre eux commet une imprudence et se blesse, le secourir devient une mission dangereuse. Voilà pourquoi on fait appel à des pompiers spécialement entraînés. Florent, 31 ans, est l'un d'entre eux. Et il hérite d'une nouvelle urgence. A priori, ce serait un accident de canyon. Une jeune femme de 13 ans qui aurait fait une chute entre 5 et 10 mètres. On n'a pas plus de notions précises. Florent appartient au GRIMP, le groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux. Et les gorges de Galamus, il connaît bien. La saison estivale, quand il fait beau et que les arrêtés préfectoraux sont ouverts afin qu'ils puissent descendre les canyons, beaucoup de personnes s'y aventurent. Ouais, t'arrives. Mais cette fois, Florent va découvrir une scène impressionnante. La victime, une jeune Allemande de 13 ans, a enjambé ce muret pour descendre jusqu'au cours d'eau. Elle a glissé et chuté jusqu'au fond du canyon, 8 mètres plus bas. Par miracle, elle a survécu, mais se tord de douleur. Franck, ce collègue de Florent, est arrivé le premier sur les lieux. Donc on est en train de prendre en compte donc, une demoiselle étrangère. Cette dernière, donc, en remontant du canyon, elle a remonté sur le chemin. Elle a voulu remonter sur le parapet et elle a chuté de 8 mètres environ. Et elle s'est retrouvée avec un gros trauma crânien et polytraumatisée. Suite au premier bilan du médecin, il y a minimum une fracture fermée du poignet et une fracture fermée de la cheville. Pour la jeune victime, la douleur est insupportable. Il faut l'hospitaliser au plus vite. Qu'est-ce que tu veux? Une attelle pour la cheville. Les collègues de Florent ont immobilisé l'adolescente sur une civière pour éviter que ses blessures ne s'aggravent. Et ils l'ont endormie pour calmer sa douleur. Dans ce genre de cas, pour rejoindre rapidement l'hôpital de Perpignan, un seul moyen, l'évacuation par hélicoptère. C'est ce que décide ce médecin du SAMU. Donc là, de toute façon, pour le vent, on va se mettre un peu plus loin, non? Nous, on va mettre là-bas. Dans le trou, là. Pour être autrenier, pour éviter qu'elle en prenne plein la gueule. Parce qu'il faudrait que vous mettiez là-bas. Ouais. Tiens.
Allez, feu. Au milieu de ces parois rocheuses, l'opération n'est pas sans risque. Ces secouristes de l'extrême rejoignent une zone dont l'hélicoptère pourra s'approcher plus facilement. Il se présente. Allez, en position. Pour le pilote, la manœuvre est périlleuse. Le passage est étroit. À chaque instant, ses pales pourraient toucher la falaise. Il parvient à se stabiliser. Florent récupère son treuil, le fixe à la civière et la victime sort de ce piège qui aurait pu lui être fatal, escorté par un pompier du Grimpe dans le vide, à plusieurs dizaines de mètres de haut. Ces amateurs de canyoning, témoins de la terrible chute, sont encore sous le choc. Elle a voulu enjamber la barrière de la route en haut là, et elle a glissé, en fait sa cheville s'est tordue, elle a glissé et elle s'est vue partir, elle est arrivée en bas. Et elle a hurlé d'en haut jusqu'en bas, elle n'a pas arrêté de hurler, dire, elle n'a pas perdu connaissance, elle a toujours été constante. On a couru et Vincent lui a tenu la tête directement, du coup. Elle voulait se relever en fait. Cheville cassée et puis et une grosse plaie à la tête, donc il fallait vraiment pas qu'elle bouge. Une journée de vacances qui aurait pu tourner au drame. Chaque année, les hommes du Grimpe croisent ces amateurs de canyoning inconscients du danger et qui s'aventurent ici sans équipement approprié. C'est sûr que désescalader une paroi comme ça sans corde, c'est très dangereux. Ça n'a pas raté d'ailleurs, ça fait partie des accidents habituels. Quoi. Souvent, ça des personnes qui s'aventurent sur des terrains comme ça, qui sont dangereux et qui tombent, oui, ça arrive très souvent. Cette fois, l'adolescente ne devrait pas garder de séquelles de sa mésaventure. Mais ces 10 dernières années en France, 26 personnes ont perdu la vie en explorant des canyons comme celui-ci. Chaque été, 40 millions de vacanciers débarquent dans le sud de la France, attirés par les plages de la Méditerranée ou les richesses de l'arrière-pays. Pour les pompiers, c'est la saison de tous les dangers. Est-ce qu'elle est en train de s'amuser, elle a bu la tasse, ou est-ce qu'elle a fait un petit malaise et que du coup elle a bu la tasse? Noyade, accident de la route ou excès en tout genre. Ouvre les yeux, s'il te plaît. Elle a un peu trop bu et elle n'a pas contrôlé. Dégage, je m'en bats les couilles, dégage. Écoute-moi. Nous on fait notre boulot. C'est bon, je me calme. Comment elle s'appelle? Est-ce que tu me vois? Nous avons suivi ces secouristes pendant tout l'été. Ceux d'une jolie station balnéaire des Pyrénées-Orientales, Canet-en-Roussillon. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai trop chaud, j'ai plus de force. Ouais, en fait, vous faites un petit malaise. Et ceux du Grimpe, spécialisés dans les interventions périlleuses. Ils sont basés à Saint-Hippolyte-du-Fort, dans le Gard. Moi, je suis sécurisé, t'es sécurisé, tout le monde est sécurisé. Ou à Perpignan. Parmi eux, Christophe, 40 ans, qui viendra en aide à une touriste tétanisée par la peur au sommet d'une falaise. Regarde, tu vas descendre tranquillement là dans l'axe, que tu sois sur un axe. Voilà, pousse sur tes jambes, nickel. Vous suivrez aussi Jérémy, 30 ans, qui passe ses nuits à soigner les victimes de bagarres à la sortie des discothèques. Ils étaient plusieurs sur vous? Ouais. D'accord, ok. Je vous le dis, hein, mais je me suis chié dessus. Ouais, bah y a pas de honte à avoir ça, hein. Là, il faut des points de suture, là, monsieur. Des points de suture? Ouais, vraiment, putain. Ou Sébastien, 41 ans, qui portera secours à une automobiliste après une chute de 20 mètres dans un canyon. Elle est sortie de sa voiture, toute seule. Elle se retrouvée ici. Vous verrez enfin que dans le sud, un fléau fait de très gros dégâts l'été, les piqûres d'insectes. Avec parfois des conséquences dramatiques. Dites-nous, la douleur, où c'est qu'elle est là? Pareil? C'est là, l'utérus, monsieur, c'est là. Des missions qui s'enchaînent à un rythme effréné pour les anges gardiens de vos vacances. T'as été très courageux, mon grand. Franchement, bravo, t'es un champion. De longues plages de sable fin qui bordent la Méditerranée. Celle de Canet-en-Roussillon, près de Perpignan. L'été, plus de 80 000 touristes y plantent leurs parasols. Résultat, une population multipliée par 10. Voilà pourquoi 22 pompiers restent mobilisés en permanence. Parmi eux, Samir, 44 ans, qui ce jour-là commence sa garde par une alerte inquiétante. Aqua stress, a vomi 15 minutes après. Au poste combien? Au poste 2, tu sais, c'est le poste où on fait le sport là le matin.
On part pour une jeune fille de 9 ans qui aurait fait un début de noyade. La noyade, le cauchemar des pompiers cet été. Il y en a eu 550, 2 fois plus qu'il y a 3 ans. 3 morts par jour en moyenne. Cette fois, l'alerte provient de cette plage familiale très fréquentée pendant les vacances. Et encore une fois, c'est un mineur qui est en danger. Chez les moins de 15 ans, la noyade est la première cause de décès accidentel. Bonjour. Bonjour. Accompagnée ici par ses parents, la victime, cette petite fille de 9 ans, n'a pas l'air mal en point. Mais les pompiers ne se fient pas aux apparences. Ils redoutent ce qu'ils appellent une noyade sèche. Une petite quantité d'eau restée dans les poumons et qui peut provoquer une asphyxie, parfois plusieurs heures après l'accident. Après avoir mis la tasse, elle avait toussé. Elle a vomi un quart d'heure après. Okay. Elle a vomi un petit peu tout à l'heure aussi, il y a à peu près 5 minutes. Et donc là, on est en surveillance. C'est vous qui l'avez sortie de l'eau? Oui, non, mais en fait, on a l'écouté et elle a dit qu'elle n'était pas bien. D'accord. Elle a mal au ventre et puis on pensait que c'était fait exprès un petit peu et puis en fait, non, elle a vomi. Devant Samir, la fillette est à nouveau prise de vomissement. Un symptôme inquiétant qui évoque bien une noyade sèche. Alors les pompiers veulent en savoir plus. Est-ce qu'elle est en train de s'amuser? Elle a bu la tasse? Ou est-ce qu'elle a fait un petit malaise et que du coup elle a bu la tasse? Elle est en train de s'amuser et elle a bu la tasse, tout simplement. Elle a sauté. Elle a bu la tasse en s'amusant. Voilà. D'accord. Les secouristes cherchent à déterminer la quantité d'eau que la fillette a avalée. Et ils tentent de repérer chez elle le moindre trouble. Est-ce que tu te souviens de tout ce qui s'est passé, ma belle? Non, quand tu te souviens pas, lui Où c'est qu'on est ici? Est-ce que tu le sais? On est à la mer. Est-ce que tu sais le nom du village où tu es à la mer? Tu le sais? Le nom du village ici? Non. Canet? C'est ça, Canet. Moi je la trouve un petit peu somnolente. Je sais pas si elle est comme ça d'habitude. Si, quand elle est malade, Quand elle est malade, ouais. D'accord, mais sinon elle n'est pas comme ça d'habitude. Chaque année, ces noyades sèches font des dizaines de victimes. Alors pas question de prendre le moindre risque, direction l'hôpital. Ça va mon cœur? Hein? Vous le prenez dans les bras? On le va jusqu'à l'ambulance? Dans les bras de papa, c'est mieux. Allez. C'est toujours délicat une noyade, donc on va aller faire les examens de routine. Pendant le transport, les pompiers ne quitteront pas l'enfant des yeux, guettant un éventuel malaise. T'as pas froid? Non? Tu le dis si t'as envie de vomir. T'as avalé un petit peu d'eau? T'as bu la tasse? Il faut qu'elle reste éveillée jusqu'à l'arrivée à l'hôpital. Parce que bon, si elle s'endort, on ne pourra pas la surveiller comme on devrait. On va aux urgences pédiatriques sur Perpignan. Merci. Pour cette petite fille, plus de peur que de mal. Ça va, demoiselle? Ça va mieux? Les examens ne révéleront rien d'inquiétant. Mais pendant ce temps-là, sur la plage, les interventions s'enchaînent. Ces postes de secours installés au plus près des touristes ne désemplissent pas. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai trop chaud, j'ai plus de force. D'accord. J'ai des fourmis, là, je sais pas si c'est bizarre. Vous êtes resté au soleil? Ouais. Pendant longtemps? Une heure. Ouais. Une heure? Mais j'ai des fourmis, là, c'est normal. Ouais, en fait, vous faites un petit malaise, c'est ça? Ah ouais. Bah, reposez-vous, on fait le nécessaire. Insolation, déshydratation, malaise. Cet été, le soleil et la chaleur ont fait courir les pompiers. Il a perdu connaissance? Mon frère encore, on ne sait plus du tout. Vous savez où on se trouve là? On est au Canet. Je me sentais un peu moyen quoi aujourd'hui, un peu fatigué. Bien moyen. J'ai eu un malaise, c'est tout. 90 ans, hein. Ça peut arriver. Mais l'été ici, en plus des interventions du quotidien, il y a certains événements que les pompiers redoutent. Car ils donnent lieu à toutes sortes d'excès et mettent parfois les vies des vacanciers en danger. Lâcher de vachettes, foule surexcitée et beaucoup d'alcool qui coule à flot. Ce jour-là, à Céré, à quelques kilomètres de Canet, commence un grand rassemblement populaire, la fameuse feria, qui chaque été donne du fil à retordre aux pompiers. Pour eux, c'est la fête de tous les dangers et il n'y a pas que les vachettes qui peuvent blesser les festivaliers. La nuit, ils mettent parfois eux-mêmes leur vie en péril.
Les pompiers le savent, ce soir il y aura de nombreux blessés et des dizaines de participants totalement ivres. Alors pour ces férias, comme pour les catastrophes de grande ampleur, ils transforment le gymnase de la commune en centre de premier secours, avec brancard et matériel médical. Et là, tu as la table de suture. Avec 22 ans d'ancienneté chez les sapeurs-pompiers, Michel, 41 ans, sait que les interventions vont s'enchaîner à un rythme effréné. On y va. La personne alcoolisée inconsciente sur la voie publique, là, juste au-dessus. Il est à peine 22 heures et certains ont déjà largement abusé de l'alcool, comme cette jeune femme qui a perdu connaissance. Ouvre les yeux, s'il te plaît. Ouvre les yeux, s'il te plaît. On est arrivé, elle était engoncée sur la murette, on l'a allongée en PLS. Tu viens avec nous? En cas de coma éthylique, le principal risque, c'est l'étouffement. Le relâchement des muscles et de la langue qui peuvent bloquer la respiration. Michel stimule la jeune femme pour qu'elle reprenne ses esprits. Tu lui mets le bracelet, s'il te plaît? On va essayer de la faire réagir. Reste avec nous. Où? Réponds là. Où? Elle nous entend, déjà c'est pas mal. Direction le gymnase pour s'assurer que son état ne s'aggrave pas. L'un de ses proches l'accompagne. Elle a un peu trop bu et elle n'a pas contrôlé. Tu es avec nous? Tu t'assois là-bas? Et je te prends l'identité de ta soeur. On va l'amener au PMA pour qu'elle soit vue par le médecin. Sur le chemin, bonne nouvelle, la jeune femme reprend connaissance. Mais le réveil est brutal. Je suis là. Il y a ton frère. Je suis là. C'est rien, ça arrive. Pour Michel, pas le temps de s'éterniser. La soirée avance et à la radio, les messages d'urgence commencent à pleuvoir. Tu prends mission, tu te remplaces de la liberté pour un homme de 20 ans inconscient. Reçu. Et là on va attaquer. 4 interventions qui sont sorties d'un coup. Alors, peut-être les gens qui commencent à monter en température à 1h du matin. Et ces interventions vont devenir très compliquées. Première difficulté, rejoindre la victime. À plusieurs reprises dans la soirée, Michel ne trouve personne en arrivant sur place. On va essayer de la trouver, mais... Parce que si quelqu'un a amené les pompiers, il serait venu, non? C'est Feria du 68. Vous ne voyez pas un complément d'info? Et quand il se renseigne auprès des festivaliers, voilà ce que ça donne. Il y en a un paquet là. Il y en a un paquet. Cette fois, la victime est introuvable. Et Michel ne peut pas attendre plus longtemps. Bah écoute, le contre-appel ça répond pas, donc tu laisses tomber l'intervention. Il n'y aura pas de victime. Par contre, tu vas prendre mission pour un homme apparemment au sol. Reçu. On repart sur la place de tout à l'heure pour une autre intervention, sinon on laisse tomber. Nouveau départ, Michel traverse une nouvelle fois la ville. Et à l'arrivée, encore une mauvaise surprise. PC Feria, le 68. Il y a eu une erreur d'adresse, donc il n'y aurait pas d'intervention sur la bodega. Tu peux faire demi-tour et rentrer. Reçu. Des missions annulées, des adresses imprécises, et à chaque déplacement inutile, ce sont d'autres victimes vraiment en difficulté qui risquent de ne pas être soignées à temps. Ça arrive souvent ça? À la Feria, oui. Parce que comme ils ne connaissent pas la ville, là, ils se plantent. Mais bon, on a l'habitude. Hein. Et à cause de l'alcool, des problèmes, Michel en a d'autres. Quand il parvient à trouver une victime, comme ce jeune homme complètement saoul, il doit parfois faire face à des festivaliers incontrôlables. Comment il s'appelle? Il veut pas. Vas-y, dégage. On le prend, on s'en va. T'es pas obligé de me jeter la cigarette dessus, d'accord? Les amis du jeune homme ne veulent rien entendre. Michel a beaucoup de difficultés à les raisonner. Qui, lui? Mon pote. Écoute-moi. Nous, on fait notre boulot. Non, c'est bon, je me calme. Allez, on y va. Dans le gymnase, la plupart des lits sont déjà occupés. Le genre de soirée qui, chaque année, donne des sueurs froides à Michel et ses collègues. Le beau cadre de serré en pleine beuverie. Ce fameux week-end de feria, ils vont secourir près de 80 festivaliers en état d'ivresse. On repart. Et l'été, dans le sud de la France, il n'y a pas que le bord de mer qui attire les vacanciers. Dans l'arrière-pays,
Ces majestueux décors séduisent eux aussi, notamment les passionnés de canyoning ou d'escalade. Ils s'aventurent au milieu de ces parois rocheuses, une recherche de sensations fortes qui se termine parfois en drame. À l'instar de ce tragique accident qui a fait 5 morts en Corse fin juillet. Voilà pourquoi à la caserne de Perpignan, les pompiers du Grimpe, le groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux, sont sans cesse sur le qui-vive. Ce matin-là, Christophe, 40 ans et 18 ans de métier, vole au secours de touristes imprudents. On part sur une via ferrata pour des personnes qui seraient coincées sur la via ferrata. Une via ferrata, c'est une falaise aménagée pour les vacanciers qui veulent découvrir l'escalade. Et dans la région, l'une d'entre elles piège souvent les touristes. C'est une via ferrata qui est un peu exposée au vent avec des dénivelés assez importants d'entrée, donc ça peut générer de la fatigue pour des personnes qui peuvent se faire surprendre dès le départ de la via ferrata. Épuisés, ces apprentis alpinistes pourraient faire une chute mortelle. Sur place, une autre équipe du Grimpe a déjà commencé l'ascension de la falaise. Christophe, équipé d'une caméra, s'élance à son tour. Comme il le craignait ce jour-là, le vent souffle en rafale. Après 20 minutes d'ascension, les secouristes rejoignent le couple en détresse, perché à plus de 200 mètres de haut. Qu'est-ce qui vous arrive, mademoiselle? Vous avez paniqué? On s'est retrouvé bloqué sur la hauteur. On s'est retrouvé tétanisé. Voilà, on n'a pas voulu prendre de risques, donc on a arrêté. Ouais, vous étiez parti sans accompagnateur? Non, on est parti comme ça. Tous les deux? Ouais. Comme souvent, cette touriste de 25 ans a voulu s'initier à l'escalade sur une via ferrata. Et prise de vertige, elle n'est plus capable de faire un pas. Christophe et ses collègues l'équipent pour la descente et tentent de la rassurer. Dès que tu es prête, Vincent, c'est bon pour toi? On fait par palier, c'est bon pour toi. Allez. Un peu rassurée, la jeune femme finit par se relever. Regarde, tu vas descendre tranquillement là dans l'axe. Tu vois le petit sapin devant toi, le petit bosquet là? Allez, vas-y. Laisse-toi reculer. Pour que tu sois bien, il faut que tu sois... Voilà. Attention, parfait. Il faut que tu sois sur un appui. Voilà, pousse sur tes jambes. Nickel. Tu mets ta main là, tu récupères ton pied gauche. Le but, c'est bon. C'est que tu arrives jusqu'à Rémy. Pas à pas, mètre après mètre, le couple se sort de ce premier passage difficile. On sort de la via ferrata. On va passer là. Alors c'est pas un sentier, hein, d'accord? C'est juste des éboulis, il va falloir être prudent. Vous allez nous suivre, on va vous encadrer et on sortira après sur le sentier plus lent. C'est bon? S'il y a quoi que ce soit, vous me dites, on s'arrête, on prend le temps, il y en a pour un petit quart d'heure, il n'y a pas de souci. Okay? La jeune femme ne quitte pas les pompiers d'une semelle. Franck, un collègue de Christophe, assure chacun de ses pas. Après 1 heure d'effort et de stress, le couple touche enfin au but. Et sur les derniers mètres, la touriste en détresse retrouve le sourire. Allez, tu te tournes, tu mets un pied ici. Encore. Tu l'as là. Tu vas descendre. Vas-y, tiens en bas. Allez, vas-y. Hop, allez. En bas. Enfin sur la terre ferme. Oh, c'est Vous vous sentez mieux là? Ça y est, on est arrivé. On est sur le chemin retour. Mission accomplie pour le Grimpe, qui vient de sauver leurs vacances. Mais avant de laisser la jeune femme repartir, Christophe, Franck et leurs collègues s'assurent qu'elle a repris ses esprits. T'as levé le casque et tout là, mis te mettre à l'aise, tu seras mieux là. Tiens, regarde, la veste là. Malgré le vent, il fait plus de 30 degrés. Ces touristes ont retenu la leçon. Une via ferrata n'est pas un parcours à prendre à la légère. On va se promener tranquillement après. Ça va être plus cool. Sur le début de la partie, ils ont forcé, ils ont un petit peu transpiré. Dès qu'ils se sont retrouvés un petit peu pris au vent, de suite un peu de froid, un peu de peur. Donc voilà, le bon réflexe, ça a été de stopper la progression, ne pas aller jusqu'à l'accident et contacter les secours. Pour Franck et Christophe, l'été ne fait que commencer. Chaque année, le Grimpe de Perpignan assure pas moins d'100 d'interventions.
Quelques heures plus tard, dans ce camion qui traverse la ville sirène hurlante, Julien, jeune pompier de 28 ans et déjà 5 ans d'expérience. Passe par la voie des bus. Il hérite du genre d'intervention qui met les marins-pompiers sous tension. Là, on part pour une victime inconsciente par notion d'agression. Pas plus de précision. Donc on va voir ce qui se passe réellement sur les lieux. Une agression. Julien est sur ses gardes. Lui et ses collègues vont peut-être devoir intervenir dans un contexte tendu. Arrête-toi après les Vélib. Ils arrivent dans cette rue commerçante. Tu prends le sac, s'il te plaît? La victime, un SDF de 27 ans, a le visage en sang. Et il raconte à Julien une histoire étonnante. Bonjour monsieur. Monsieur, qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous êtes fait agresser? Non, j'ai volé et il a eu raison. D'accord, ok. On va s'installer dans le véhicule. La personne qui vous a fait ça, il est parti? Bon. Il explique avoir volé dans un magasin. Les employés l'auraient frappé et mis dehors. Vous commencez le bilan, les gars, tu me fais un point euro. Allez-y, allongez-vous. Monsieur, vous avez consommé de l'alcool? Monsieur. Ouais, j'ai consommé. Mais Julien ne va pas en rester là. Il veut savoir si l'altercation a fait d'autres blessés. Qui vous a fait ça? C'était à l'intérieur du magasin ou à l'extérieur? Monsieur, il faut me le dire. De toute façon, la police va arriver sur les lieux. Le SDF refuse de répondre jusqu'à ce qu'il aperçoive un visage à travers la vitre. Monsieur, calmez-vous. Fils de putain. Ah, c'est bon. Restez dedans. Voilà, je suis la responsable du magasin si vous voulez voir ce qui s'est passé. Il voulait se battre avec mon collègue. D'accord. Restez dans le magasin pour l'instant parce qu'à votre vue, il s'énerve. Selon cette gérante de supérette, c'est le SDF qui se serait montré violent alors que 2 de ses employés cherchaient à le mettre dehors après une tentative de vol. La première fois, on l'a fait sortir. Il est revenu. Ouais. Il a pris ça. Il a commencé à... Et l'employé, lui, il a rien eu. Il n'y a pas eu de blessés. Vous avez rien vu? Ouais. En temps normal, on n'est pas violent comme ça, mais lui... Ouais, non, mais il n'y a pas de souci. C'est pour signaler que vous avez été blessé dans le truc. Je transmets les informations à la police. Parce que moi aussi, j'en peux plus. Je suis comme ça. Allez, ça va aller. Allez, merci. C'est maintenant à la police de déterminer les responsabilités de chacun. En attendant, les marins-pompiers doivent gérer le SDF, furieux, ivre et sous l'emprise de stupéfiants. Voilà, il m'a fait quoi? Il m'a fait du mal, du sale. Non, s'il te plaît, dis-moi la vérité. Moi, je m'en fous, je veux pas m'énerver ou pas. Non, mais là, il faut quelques points de suture, c'est tout. Mais dis pas de suture, c'est grave. Quelques, j'ai pas dit 10. Ça veut dire qu'il m'a niqué ma mère. Mais non. Non, cul sa mère. Bilan de cette altercation, une plaie de 4 cm sur l'arcade qui nécessite une hospitalisation. Mettez vos pieds ici, là. Lui, c'est un habit de fils de pute. À Marseille, Julien et ses collègues ont appris à gérer ces interventions dans un contexte violent, en veillant à leur sécurité. Les rixes peuvent être soit pieds-poings, soit ils peuvent sortir des couteaux, donc il faut avoir du recul là-dessus pour pas risquer de mettre en danger le personnel et nous mettre en danger. Bagarre, accident, un quotidien à 100 à l'heure pour les hommes du bataillon. Avec en plus une particularité à Marseille, ils interviennent aussi en mer. Ces militaires appartiennent à la Marine nationale. Et sur l'eau aussi, ils sont capables de faire face à tout type de situation. Ces secours nautiques comptent 14 bateaux et 170 hommes répartis dans 6 casernes. Dès qu'il fait beau, avec l'arrivée des touristes, les interventions se multiplient. Notamment dans les calanques, ces zones très difficiles d'accès par la route et dont les vacanciers raffolent. Ce matin-là, à la caserne du port de la Pointe-Rouge, Grégory, 43 ans, prend sa garde de 24 heures. Et il commence par faire l'inventaire d'un matériel de secours très sollicité en ce moment. C'est juste pour tenir une journée, on va dire. Grand max. Ici, Grégory, on l'appelle le patron. C'est l'un des 6 commandants de cette vedette bien connue des Marseillais, la Bonne Mère. C'est une vedette de première classe. Elle est armée par 5 personnes. Elle est motorisée de 2 moteurs de 499 chevaux. On peut faire des missions de sauvetage. C'est l'essentiel de nos missions. Donc elle est armée 24 heures sur 24, tous les jours de l'année. Un départ immédiat dans les 5 minutes. Et pour cet équipage, les choses peuvent très vite s'accélérer.
Justement, quelques minutes plus tard, Grégory revient au pas de course. Messieurs, on part pour une personne de 16 ans qui s'est blessée au bras suite à un plongeon. D'accord? Encore une fois, un vacancier s'est blessé dans une calanque. La bonne mère est le moyen le plus rapide de lui porter secours. Grégory lance ses moteurs à plein régime. Mais alors qu'il fait route, il change brusquement de direction. Le capitaine de ce voilier semble l'appeler à l'aide. Vous êtes en panne de moteur. Là, on part pour un sauvetage au niveau de la calanque de Sugito. Est-ce que vous arriverez à rentrer, à vous rapprocher du port? Ces plaisanciers ne sont pas en danger et pour Grégory, priorité aux blessés. Ils aimeraient une assistance pour rentrer plus vite. Maintenant, ils ne sont pas pressés, il fait beau, ils ne sont pas en péril. Alors donc la priorité, c'est la vie humaine avant de faire un remorquage. Quelques minutes plus tard, la bonne mère arrive sur place. Mais il faut encore localiser la victime au milieu de tous ces touristes. La victime est un masculin à 16 ans qui est dans l'eau au niveau de l'île. Ils sont un groupe de 4 jeunes. Nous avons visuel de la personne dans l'eau. Le jeune homme est repéré, mais impossible d'approcher davantage avec la bonne mère. Pas assez de fond. Annexe à l'eau. Voilà pourquoi les marins-pompiers disposent de ce bateau pneumatique. Mis à l'eau en quelques secondes, ils les transportent jusqu'à la victime. Attention. Incapable de nager, le jeune homme est coincé ici depuis près d'1 heure. L'un de ses amis soutient son bras et le moindre mouvement le fait souffrir. Parce que après, mon bras, il va se mettre comme ça. Attends, on va te mettre une attelle tout de suite. Les marins-pompiers doivent immobiliser son bras avant de le transporter. Non. Attends, je peux pas me faire ça. Attends. Là, t'as pas mal au coude. Non, j'ai pas mal au coude, mais attends, Ismaël, lâche pas. Il va pas lâcher. Il va pas lâcher. Regarde, tu prends en dessous de la telle. Vas-y, là, prends-le en dessous. Regarde, voilà, tu tiens comme ça. Voilà, c'est fini. Voilà. Regarde, tiens là comme tout à l'heure et tu mets les fesses. Le jeune homme est ensuite embarqué sur la bonne mère. Direction l'hôpital pour passer des radios. À l'intérieur, tout doucement. Bouge les doigts. J'arrive à tous les bouger. Pour lui, les vacances se terminent mal. Et voilà la cause de sa fracture du bras. Manger. J'avais quelqu'un en bas, je les ai pas vus. C'était à matinée. Je les ai pas vus, je suis cassé mon bras. T'es inquiet pour la suite des vacances? Ouais. Ça me gâchait. Le plongeur en apnée, lui, s'en est sorti indemne. Grégory le sait, cette année encore, il n'a pas fini d'intervenir dans ces calanques. C'est un secteur assez favorable à cette activité. Ils sautent des rochers, il y a beaucoup de jeunes qui viennent plonger. Et on fait beaucoup de traumas au niveau, des fois du rachis, des épaules. Mais pour le patron de la bonne mère, le retour au port n'est pas pour tout de suite. Encore une fois, il reçoit un appel de détresse. Cette fois, c'est un malaise. Là aussi, impossible d'évacuer la victime par la route et elle est particulièrement vulnérable. On est correct, on passe devant, donc on va mettre l'annexe à l'eau et envoyer une équipe à terre. Allez, c'est parti. La victime est une femme enceinte d'une 20aine d'années. D'autres marins-pompiers l'ont déjà rejoint à pied, mais l'ambulance est trop loin pour la transporter. Et il faut l'examiner rapidement, elle se plaint du dos. Comment elle est la femme enceinte? En fait, c'est une femme enceinte qui a fait un malaise et en fait qui a touché les rochers avec son dos, du coup douleur au dos. Je pouvais te proposer, une fois qu'elle est sur l'annexe, que l'ambulance la récupère à la plage de la Maronnaise. Ouais, on évite un transfert comme ça, ce sera plus rapide. Ouais, bonne idée Greg, on va faire comme ça. Encore une fois, par la mer, les marins-pompiers gagnent un temps précieux. Ne vous inquiétez pas madame, on va y aller doucement. Est-ce que ça là, ça vous fait mal ou pas? Ça va là? Donc là, on a décidé de transporter donc, la victime par l'annexe, de l'amener juste derrière. Il y a une petite plage qui s'appelle la plage de la Maronnaise en fait, et qui va être récupérée par l'ambulance. Une embarcation avec une victime va venir.
S'il vous plaît, libérez la place. Grâce à ce transfert en bateau, la femme enceinte sera transportée rapidement vers l'hôpital le plus proche. Comme très souvent, les marins-pompiers de la Bonne Mère ont été sollicités 3 fois en 2 heures. 1, 2, 3. Après avoir secouru cette femme enceinte, ils rentrent au port où le jeune homme au bras cassé est à son tour pris en charge. Et là, tu fais attention, doucement. Pour le bataillon, le secours aux personnes représente plus de 250 interventions par jour. Les marins-pompiers veillent sur les Marseillais et ça ne date pas d'hier. Ce jour-là, près du Vieux-Port, une opération d'envergure se met en place. Dépose en hélicoptère, maître chien ou bateau-pompe. Les marins-pompiers montrent de quoi ils sont capables. Il faut dire qu'ils célèbrent un jour important, les 80 ans du bataillon, sous les applaudissements d'une foule admirative. Ça fait 2 ans que les pompiers, c'est tout pour elles. Elle nous fait acheter tous les Playmobil. À chaque fois qu'il y a des portes ouvertes, on vient. C'est une passion pour mon fils, donc voilà, on est là, on est très heureux d'être là aujourd'hui. Ça fait rêver. On se rend compte de tout ce qu'ils font pour nous. Le bataillon a été créé en 1939 après le terrible incendie d'un grand magasin en centre-ville qui a fait 73 morts. Aujourd'hui, les enfants s'offrent des sensations fortes. Et parmi ces marins-pompiers qui assurent le spectacle, Alex, 32 ans. Tu vas faire laquelle, toi, la grande? Tu vas faire la grande? Ou la petite? Je sais pas, moi. La grande, t'as une meilleure vue? Ouais, la grande. Allez. Allez, avance, match. Ce qui est bien, c'est qu'on a un autre contact avec la population. D'habitude, les gens, s'ils sont dans le besoin, on est toujours dans la misère. Tandis que là, c'est plus le côté plaisir, le partage du métier avec les gens, c'est différent. Alex fait partie du bataillon depuis 12 ans. Et plus précisément, du Grimpe, le groupe d'intervention en milieu périlleux des spécialistes des sauvetages difficiles. Pour lui, cette journée, c'est aussi l'occasion de transmettre sa passion. Comme tout le monde tout petit, je pense que j'avais le désir d'être pompier, mais ça s'est vraiment développé à l'âge de 8 ans. Et là, ils sont aux anges, hein, pour la plupart, et ils sont tous passionnés du métier de pompier, la police, ce genre de choses. Et là, c'est un peu partagé avec eux le cœur du métier. Chaque jour, ces hommes prennent des risques pour protéger la population. Et pour Alex, dans quelques heures, ce ne sera plus un exercice. Ce soir-là, à la caserne Saint-Pierre, une alerte tombe. Le Mistral a soufflé très fort toute la journée et il a fait des dégâts. Alors, du coup, on part faire une reconnaissance. Apparemment, une antenne qui menace de tomber au 2e étage. Donc on va voir un peu ce qui se passe. Une antenne peut peser plusieurs kilos. Si elle atterrit sur un passant, c'est le drame assuré. Numéro 105. Ce sera presque au bout à gauche. Depuis la rue, le danger est bien visible. C'est là, je la vois. C'est quoi, tu restes à l'entrée de la rue, comme ça on ferme la rue là. Après s'être assuré qu'aucun passant ne s'aventurera devant l'immeuble, Alex cherche un moyen de monter sur le toit. Bonjour madame. C'est vous qui nous avez appelé? C'est pour la scène, en fait, il y a quelqu'un qui m'a sonné et qui m'a dit ouais, ça va tomber, ça va tuer quelqu'un. Et du coup, moi j'ai fait quoi. Vous savez si vous avez des voisins au dernier étage? Ouais. Souvent, les appartements du dernier étage permettent d'accéder au toit. Excusez-moi de vous déranger. Juste sur le bâtiment d'à côté, il y a une antenne qui menace de tomber. Ok. Est-ce que de chez vous, on pourra accéder sur le toit? Alors, on peut par les combles. Ici, j'ai la clé. Sinon, par le balcon. Hop. Ah ouais, non. Le balcon, faut être motivé quand même. Mais... Ouais, non, c'est pas possible. C'est un peu dangereux, quoi. Ah, pour moi, c'est une antenne qui est juste là, qui penche un peu. Pas d'accès depuis ce balcon, reste la deuxième solution. Par les combles, pour vous, là, on peut y aller là-bas. Oui, bien sûr. Alex va devoir passer par les combles. Et il sait qu'il doit se montrer prudent. Dans les vieux immeubles de Marseille, les planchers sont parfois fragiles. Allez, on va tous monter là. Allez, on va monter là-haut. Voilà. Fais gaffe, par contre, quand tu marches sur les planchers, privilégie les poutres parce que des fois, le plancher, ils sont pourris. On est dans des vieux bâtiments de Marseille. Et en fait, souvent, là, que ce soit les planchers, les poutres, les tuiles, elles sont très, très fatiguées et usées par le temps. Et en fait, le risque, c'est qu'on passe à travers, qu'on se blesse ou voire pire. Les gars, le but de la mission, là, ça sera juste de voir si elle tient ou pas.
Ça va nous forcer dessus. Si elle tient, on la laisse comme ça. Et si elle tient pas, on va pour la démonter. Prudemment, les marins-pompiers passent par cette lucarne pour accéder au toit à une quinzaine de mètres de hauteur. C'est un collègue d'Alex qui part en éclaireur pour inspecter l'antenne située de l'autre côté de cette cheminée. Un peu de mou. Faut du mou. Faut que tu dises que de partout, tu marches sur des œufs. Elle est attachée avec cette grande sangle qui fait tout le tour. Et en fait, c'est le système de fixation dans le béton qui a bougé en fait. Ah, mais je l'enlèverai pas. L'antenne risque bien de tomber, mais pour l'atteindre, il faut contourner la cheminée et s'approcher dangereusement du vide. Vas-y, ouais, je vais aller. Alex prend les choses en main. Le Grimpe, groupe d'intervention en milieu périlleux auquel il appartient, est rompu à ce type de manœuvre. Il passe devant la cheminée, au bord du vide, et redresse l'antenne. Ensuite, un peu d'escalade, et il arrache le dernier lien qui l'empêchait de tomber. Il n'a plus qu'à refaire le tour pour la récupérer. Je vais essayer de me l'envoyer. En fait, au moment où j'ai un peu gonzaillé, il y a la sangle qui a cassé. Comme souvent, Alex a pris des risques, mais pas question de laisser ce danger planer au-dessus des passants. On a un peu galéré pour décrocher une antenne, alors que bon, peut-être qu'elle aurait tenu, on ne sait pas. Bon, après, malheureusement, le métier, il n'y a pas de place pour le doute, et c'est pour ça qu'on a décroché. Des hommes prêts à affronter le danger, mais qui sont aussi capables de la plus grande minutie, lorsqu'il s'agit par exemple de manipuler un blessé. Saint-Hippolyte-du-Fort, au pied des Cévennes. Là aussi, le site est très apprécié des amateurs de canyoning, avec ses rivières aux eaux transparentes. Ici aussi, une unité du Grimpe, le groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux, est sur le pied de guerre tout l'été. Ce jour-là, comme tous les matins, ces hommes se préparent pour l'entraînement. Cyril, 44 ans, est de garde, et comme toujours, sa journée ne va pas commencer comme prévu. Et je suis prêt à intervenir. Donne-moi les coordonnées. Une cheville cassée au fond du gouffre. Les pompiers de tous les jours ne peuvent pas intervenir au fond du gouffre des Espélugues. C'est profond. C'est vraiment le Grimpe qui doit intervenir. Là. Un moniteur de centre aéré qui accompagnait des enfants s'est cassé la cheville au fond d'un gouffre. Il me faut un binôme avec moi pour l'abordage là rapidement et je vais aller voir ça. Une fois équipé, Cyril entame la descente. 70 mètres de dénivelé, avec plusieurs parois rocheuses à pic. Aucune difficulté pour ces hommes entraînés, sauf que c'est aussi par là qu'il va falloir remonter la victime. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors? Bah là ça va là, mais bon, pour remonter c'est plus compliqué quoi. Hop. Cheville. Le moniteur du centre aéré n'est plus en état de faire un pas. Il s'est blessé en dérapant sur ce parcours d'escalade. J'ai glissé bêtement sur un rocher, voilà, il a plu ce matin, c'était pas prévu. Je passais par un mauvais endroit, j'avais les cordes sur moi et du coup j'ai glissé. Voilà. Et heureusement j'avais ma binôme du coup qui a pu remonter les enfants pendant que notre guide a pu appeler les secours. On va s'installer, on va se mettre dans un coquille, une barquette et on va remonter par là. D'accord. Avec des cordes pour vous sécuriser. On va procéder à remonter la victime en 4 ateliers. Avec une aide au brancardage sur les endroits un peu plus scabreux. Après avoir choisi le matériel le plus adapté, on prend la barquette. On prend la barquette Ferno. Les hommes du Grimpe commencent par sécuriser la victime. Descends, descends, il faut qu'on équilibre à mort. Encore. Là, on va coquiller par contre. Allonge-toi, n'hésite pas. Ensuite, tout au long du parcours, ils installent ces cordages pour tracter la civière. L'évacuation commence, avec très vite un premier passage difficile. Traction! Rodés à ce genre d'intervention, ces secouristes de l'extrême sont équipés en conséquence.
Pour les aider dans leurs manœuvres, ils utilisent ce treuil portatif, un outil très efficace. Tranquille, tranquille. Hein. Les pompiers avancent prudemment. Les pluies de ces derniers jours rendent le terrain glissant. Ça va, monsieur? La première difficulté est maintenant derrière eux. Ça va? Ça va? Allez, traction. Mais à peine le temps de souffler, et le passage le plus raide se présente devant Cyril et ses collègues. Nico, du mousse sur la noire. Du mousse sur la noire. La noire, du mousse. Cette fois, la civière va devoir passer un mur de 5 mètres de haut. Ah, je vais me mettre là. Moi, je suis sécurisé. T'es sécurisé, tout le monde est sécurisé. On passe au-dessus. Halte! Moi, je peux pas bouger. Hein. Même pour ces grimpeurs aguerris, l'exercice est épuisant. Il nous reste 70 mètres à faire. Ce sera donc le dernier atelier. Mise en tension, alors? Un dernier effort. Montez pas plus vite que la corde, que le treuil, les gars. Il reste 50 mètres. Hein. Et l'équipe de Cyril touche au but. Allez, pause là. Pause, coupe le moteur. C'est bon pour tout le monde? Donc il nous reste 3 mètres et après un petit brancardage jusqu'au VSAV. Traction alors. La victime est sortie. On a mis 40 minutes pour la sortir. Elle va être prise en charge par l'équipage du VSAV et transportée à l'hôpital. Donc c'est parfait. Mission accomplie. Il y a 8 ans, dans ce même gouffre, inaccessible par hélicoptère, un homme a perdu la vie. Cette fois, la victime s'en sort bien. Ils ont fait du super travail en tout cas. Merci beaucoup. Voilà pourquoi les hommes du Grimpe s'entraînent tout au long de l'année. L'an dernier, à Saint-Hippolyte-du-Fort, ils ont assuré 70 interventions. Dans ces régions aux petites routes escarpées, il y a un autre fléau qui mobilise très souvent les pompiers. Les accidents de la circulation. Chute dans un ravin, sortie de route, ils font très souvent la une des journaux. Et ici, le moindre écart de conduite a souvent des conséquences dramatiques. Ce jour-là, Sébastien, 41 ans, pompier depuis 16 ans, s'attend au pire. Une automobiliste vient de faire une chute de 20 mètres dans un canyon. Elle a survécu, mais se plaint d'une forte douleur au dos. Il y a une douleur cervicale. À partir du moment où la colonne vertébrale est touchée, il y a un risque de paralysie important, donc il ne faut pas aggraver l'état de la victime. On va prendre soin de la sortir donc, avec une rectitude à plat dos. Donc, pour ça, il faut du matériel spécifique, puisque les équipiers du VSAV n'ont pas le matériel qu'il faut, ni la compétence pour la sortir comme ça. Au Grimpe, les pompiers comme Sébastien sont équipés en permanence d'une civière spécifique qui permet d'immobiliser une victime. Voilà pourquoi ses collègues du secteur, déjà sur place, l'ont appelé en renfort. Salut, ça va et toi? La scène est impressionnante. La voiture a enfoncé ce muret et terminé sa course dans ce ravin 20 mètres plus bas. C'est un miracle que la conductrice soit encore en vie. Elle est sortie de sa voiture, toute seule. Elle se retrouvait ici. Donc à partir de là, nous l'avons conditionnée. Donc elle n'a pas de fourmillement, elle n'a pas perdu connaissance. À première vue, pas de blessure. Mais après un tel choc, la victime souffre peut-être d'une hémorragie interne ou d'une fracture difficile à déceler. Pas question d'aggraver son état en la déplaçant. C'est bon, tu peux la lâcher. Ouais. Voilà pourquoi le Grimpe va utiliser cette fameuse barquette rigide pour l'immobiliser pendant le trajet. Et après inspection des lieux, cette fois bonne nouvelle, pas besoin de cordage. En fait, il a été décidé donc, de la sortir par le chemin d'accès qui longe le petit muret là. Ce sera beaucoup plus simple en fait pour l'amener jusqu'à la route. Un sentier longe la route en contrebas. Aujourd'hui, Sébastien ne va pas jouer du treuil, mais de la serpette. Je facilite le passage de ceux qui vont brancarder, parce que là, ça gêne un petit peu. Pour lever. Allez, on prend. Voilà. Attention pour lever.
Bouge pas, bouge pas. Ferme les yeux, ferme les yeux. Alors là, attention, ici, là, il y a des pierres, il y a un trou et il y a un câble. C'est bon? Harnachée dans cette barquette rigide, la jeune femme rejoint l'ambulance en toute sécurité. Halte, posez. C'est bon, posez. Et ce sont maintenant les gendarmes qui commencent leur enquête. Tests d'alcoolémie et de stupéfiants qui vont s'avérer négatifs. À l'origine de cet accident spectaculaire, peut-être quelques gravillons. Ils ont refait la route récemment et c'est vrai que ça glisse beaucoup, donc du coup on pense que c'est sûrement ce qui a fait que la voiture est sortie. Elle est partie en tête à queue, j'ai essayé de la rattraper. D'accord. Ah, elle a fait un tête à queue avant de... Ah oui. Un simple dérapage et c'est une chute de 20 mètres qui aurait pu lui coûter la vie. Dans ces zones de montagne, un accident n'est jamais anodin. Même si la victime ne présente aucune blessure apparente, le médecin dépêché sur place demande une hospitalisation. Il va falloir faire des examens complémentaires pour éliminer une lésion interne qu'on ne pourrait pas déceler comme ça cliniquement, parce que la chute était importante. C'est par hélicoptère que la victime est évacuée vers l'hôpital le plus proche. Après son impressionnante chute dans le vide, elle retrouve déjà le sourire. J'ai une poussière dans l'œil. C'est une chute de 15 mètres et vous vous plaignez parce que vous avez une poussière dans l'œil? Allez, au revoir, bon courage. Après examen, la victime s'en sortira sans la moindre égratignure. À peine croyable. Mais en ce début du mois d'août, d'autres vacanciers n'auront pas cette chance. Ce matin-là, à la caserne. Lionel, ce lieutenant de 32 ans, part en urgence. Encore un accident sur une petite route de montagne. Il y a seulement les témoins qui ont appelé et qui ont demandé les secours. On n'a pas plus d'infos pour l'instant. L'accident impliquerait des motards, c'est tout ce que Lionel sait. Mais à la radio, le bilan tombe et il est lourd. 3 motards au sol, dont un blessé grave. Sur la route, les motards sont les plus exposés. Lionel craint de découvrir de graves blessures. Bonjour à vous. Sur place, d'autres pompiers leur apportent déjà les premiers soins. Lionel dresse le bilan de leurs blessures. Ça va? Et toi? Ouais. Bon, donc on a un petit de blessé léger. Comment d'épaule, comment de poignet. Pendant le choc, les 3 motards ont été projetés dans ce fossé. Les 2 premiers sont légèrement touchés. Qu'est-ce qu'il a, Caro, lui? Il a mal au dos, au milieu du dos, avec sûrement une plaie. Okay. Puis il a une plaie au niveau du côté droit. Mais un peu plus loin, un 3e homme semble plus sérieusement blessé. Quel âge il a, ce monsieur? 25 ans. Au niveau bilan, trauma hanche gauche, suspicion de fracture. Peut-être une fracture de la hanche. D'après ses amis, il aurait manqué un virage et entraîné les 2 autres motards dans sa chute. On se faisait une petite balade en moto, quoi, entre amis. Et malheureusement, on est dans un virage. En plus, il y avait un petit peu de gravier, il me semble, donc du coup, ça pardonne pas. Vous avez pas envie de vomir? Pour apaiser sa douleur, l'équipe du SAMU lui administre des calmants. Le morphine, il a eu Exalpalvan qui passe et Exalcis 0,5 qui passe. Ensuite, pour ne pas aggraver ses blessures pendant le transport, les collègues de Lionel vont hisser la victime sur ce plan dur. Attention pour lever. Vous sentez lever. L'air qui rentre dans vos poumons. Envoyez. Là, posez. Ils peuvent ensuite le déplacer sans risque et le déposer sur ce brancard. C'est la tête, c'est la tête. La victime reprend ses esprits et se souvient de son accident. J'ai roulé, je suivais un ami et il y avait des motards qui étaient arrêtés en sortie de virage sur la gauche et ils nous ont surpris et du coup j'ai sauté sur les freins parce que j'ai cru qu'il y avait un accident ou quoi et ça m'a complètement déconcentré et j'ai glissé et ensuite j'ai tapé avec la moto, j'ai tapé 2-3 autres motos qui étaient garées. J'ai dû taper des collègues aussi au passage, je sais pas bien et j'ai fini en contrebas. Le genre d'accident très fréquent sur ces petites routes de montagne pendant l'été. L'équipement, ça sauve la vie. En tout cas, ça m'a évité beaucoup de dégâts. Oui. À l'ensemble des équipiers, des pieds à la tête, êtes-vous prêts pour lever? Prêt. La tête. Attention pour lever, levez. Retrait du plan dur. Posez.
Pour Lionel, pas de temps à perdre. Encore une fois, après un choc si violent, le seul moyen de détecter d'éventuelles lésions cachées, c'est d'examiner la victime au plus vite. Actuellement, elle est derrière nous, elle va être mise en place dans un VSAV pour être prise en charge rapidement par l'hélico derrière. Transporté à bord de cette ambulance, l'homme rejoint cet hélicoptère qui s'est posé dans un champ à proximité, faute d'avoir pu approcher la zone. C'est bon là ? L'examen médical se révélera finalement rassurant. Pas de fracture de la hanche, l'équipement du motard lui a sans doute sauvé la vie. Mais Lionel le sait, des accidents de la route, cet été, il y en aura d'autres. À la haute saison, il y a plus de monde sur les routes, il y a plus de risques d'accidents, quels qu'ils soient. Et obligatoirement, notre volume d'intervention augmente sur cette phase de l'année. Pour les pompiers du Sud, l'été, ça n'est décidément pas les vacances. L'an dernier, pendant la période estivale, ceux de Saint-Hippolyte-du-Fort et de Canet-en-Roussillon ont assuré près d'1 millier d'interventions, plus de 15 par jour.